Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Comme dans un studio de radio où l'on a besoin de matériel pour faire une émission, en cuisine nous avons besoin d'outils dédiés à cette activité. Ainsi, Henri et moi, nous avons choisi de suivre la génialissime idée de Maxime de vous conter, de vous expliquer l'utilité et l'origine, l'histoire, bref, des ustensiles de cuisine. Bonjour messieurs. Bonjour Michel. Lucie à la technique. Voilà, et nous aurons l'occasion d'avoir Agnès, l'heureuse propriétaire du Culinarion au Havre, spécialisée dans le matériel de cuisine. Matériel de cuisine, messieurs, ça vous évoque quoi ? On parle de quoi ? Le boulot. Moi, mon ancien boulot. Non, allez, on va faire un truc. Le truc dont vous pouvez pas vous passer vraiment en cuisine. Moi, j'en ai quelques-uns sur le coude. Moi, j'ai ma croix de berger. Alors, c'est un tout petit ustensile qui sert à aiguiser les couteaux. D'accord. Alors, c'est une mini pierre, si tu veux. Pourquoi du berger ? Parce que ça va facilement dans la poche. C'est en forme de croix. D'où le nom. Ça permet vraiment d'affûter. C'est pas fait comme le fusil pour aiguiser. Alors, affûter, c'est vraiment pour donner du tranchant. Aiguiser, c'est juste pour donner du fil. Voilà, si on fait un peu la différence. Ça, c'est important. Donc, ouais, ma petite croix de berger, la pince. Je crois que, pour poêler, pour retourner les viandes. Une grosse pince, pas une pince de chirurgien. Une grosse pince. Une vraie pince. Oui. Pince de cuisinier, la pince, qu'on claque toujours 2 fois pour s'assurer que ça fonctionne avant de l'utiliser. Impératif. Ah, je sais pas, tout le monde a ce tac-là. On fait tout ça. Tac-tac, le tac-tac juste avant de l'utiliser. Les couteaux, les planches couteaux, je pense que c'est la base. Sur quoi je m'attache beaucoup ? Mes poêles en fonte. Et ça, j'y tiens, quoi. Le téflon, ça a jamais passé la porte de la maison. Le cuivre, mauvais de souvenir parce que trop chiant à nettoyer. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est se faire la batterie tous les... La fonte, c'est lourd, par contre. Ça fait les muscles. Hein. Ah, mais c'est increvable. Moi, elles ont 35 ans, 40 ans, mes poêles. Ça bouge pas, quoi. Alors, j'ai l'avantage du four à bois parce que je les balance directement dedans pour les dégraisser, ils ressortent chrome, quoi. Alors dis-moi pourquoi t'es si hostile, par exemple, pour cuire un filet de sole, la poêle anti-adhésive, parce que tu peux faire une cuisson très douce, ça accroche pas. Parce que ça marche très bien à la fonte aussi, quoi. Si ta poêle elle est chrome, tu farines légèrement ton filet de sole, très peu de matière grasse. Non, mais je veux dire, t'es pas contre absolument l'anti-adhésif. Je suis contre le téflon, purement et simplement. Déjà, quand t'entends les empoisonnements liés au téflon, je sais pas, j'ai dû le pressentir. Ça vieillit mal, une poêle en téflon. En fait, tu rachètes parce que la surface se décolle, part en miettes. Moi, je suis anti ça. Il y a les poêles céramiques, là, j'ai pas encore testé, revêtement céramique. Non, vous les avez pas là, intérieur blanc, ça a l'air pas mal. Enfin, je les vois passer. Je sais pas. Mais... Non, jamais testé personnellement. Et puis sinon, il y a aussi des cuisiniers, on peut citer Yves Camdeborn, mais il n'y a pas que lui, qui cuisine tout avec une plancha, parce que finalement, on a l'impression que c'est l'ustensile que pour l'été, les barbecues, mais on peut tout faire, on peut faire des desserts, on peut faire des entrées, on peut faire des œufs, on peut faire absolument tout sur une plancha. L'avantage, c'est que on nettoie qu'une plancha, il n'y a pas d'ustensile, c'est quand même c'est une façon de faire qui est pas mal. Je sais pas si tu utilises ça un petit peu. Ouais, la plancha en été, il faut quand même une petite raclette. Oui. Obligatoire, parce que il faut constamment nettoyer sa zone de cuisson. Mais zone de cuisson, plancha, moi je pense que c'est génialissime. Alors pour répondre à ta question, en ce qui me concerne, moi le seul ustensile vraiment pour moi indispensable en cuisine, c'est le tire-bouchon. Ça permet de déglacer. J'ai cru qu'il allait dire la fourchette pour manger. Non, plus sérieusement, un presse-ail, moi j'adore le presse-ail, c'est un tout petit ustensile, on peut trouver ça pour rien du tout. Et j'aime bien, je mets de l'ail un peu partout, c'est sain, ça éloigne les importuns, comme disait Alexandre Vialat, donc j'aime bien l'ail. Et j'aime bien aussi, on en a parlé hors antenne, un ustensile un petit peu daté, parce que ma mère en avait un pour son cadeau de mariage, ça remonte pas à hier, et il est tombé en panne, donc j'en ai racheté un, c'est un couteau électrique, figurez-vous. On appuie sur le bouton, et puis la double lame tranchante coupe le roast beef du dimanche, ou le poulet, ou le pain, j'adore ça, c'est un truc de flemmard, mais j'aime bien le couteau électrique, c'est vraiment un peu l'idée des 30 glorieuses, au moment où vous êtes de l'électroménager, un petit peu gadget comme ça, mais je trouve que ça a bien résisté, contrairement à d'autres. Blanc crème et orange. Contrairement à d'autres ustensiles, je trouve que le couteau électrique, ça a à peu près résisté. On parlait de la sorbetière, de la yaourtière, la machine à pain aussi. Qu'est-ce qu'il y en a qui doivent traîner sur des armoires Depuis le confinement, c'est revenu, la machine à pain.
Oh, tu peux faire ça. Hein. Oui, on peut faire ça, mais je veux dire... on peut surtout acheter chez un bon boulanger. Enfin, faut on est d'accord, mais je veux dire, si tu veux faire ton pain et que tu peux ressortir... j'allais dire les vieux grimoires, mais en tout cas les vieux instruments, les vieux ustensiles, pourquoi pas. Alors, dans les vieux trucs, la cocotte en fonte, ça j'y tiens énormément. Magnifique. Parce qu'on parlait de pain, parce que tu peux faire du pain là-dedans, un pain dans la cocotte, rôti, etc. Bien nettoyé après, parce que si t'as fait des harengs et que le lendemain t'as décidé de faire un poulet dans la cocotte, ça fait intermère, ouais. Ouais, ça fait ouais. On est loin de la paella quand même. Le pressail, ouais, j'y repense, ça y est, j'ai retrouvé mon idée. C'est ma grand-mère, elle concassait les poivres dans le pressail. C'était pas mal, ça. Ah d'accord. Ah ouais. Ouais, ça faisait de la mignonnette. Ouais, voilà, clou de girofle, etc. pour que ça infuse un peu plus. Mettez ça dans le pressail. Cherchez-vous. Pourquoi la deuxième utilisation du pressail. L'ouvre-boîte aussi, je pense que c'est indispensable. Non, c'est pas vrai, je déconne. Si on fait de la vraie cuisine, il n'y a pas besoin d'ouvre-boîte, normalement. Les trucs que je déteste, parce que tu me disais non. Je suis contre tout ce qui est poêle Téflon. La cuillère à miel. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, le truc en bois, là, machin, là. Et j'ai vu un petit truc où c'était des apiculteurs qui disaient non à la cuillère à miel en bois, ça sert strictement à rien. C'est con, je voulais t'en offrir une. Ah non, je viens de me dire. En plus, c'est un nid à bactéries, d'après leurs explications. Et ils disaient, et avant, pourquoi on utilisait ça? C'est parce que c'était souvent, on avait des cuillères en fer. Alors que maintenant, on est sur l'inox. De toute façon, quand on travaille le miel, c'est que de l'inox. Dis donc, on peut très bien utiliser un métal noble pour aller chercher le miel au fond du pot. Donc les cuillères en bois, là, enfin, ça ressemble à une toupie, je sais pas, j'arrive pas à décrire l'objet, tellement que c'est moche. Non, je rigole. Non, et en plus, j'ai jamais su m'en servir, surtout. On va juste redire, achetez votre miel chez des apiculteurs sur les marchés ou chez des apiculteurs. Arrêtez d'acheter du miel de la marque... on va le dire quand même, lune de miel ou ces espèces de miel de chauffe où il y a du sirop de glucose. La réglementation sur le miel est quand même très mal faite. On peut encore vendre des choses qui s'appellent miel alors qu'il y a du sucre, du sirop de glucose dedans. Tous les miels liquides en pouce-pouce, c'est je vais pas dire comme Jean-Pierre Coff, mais vous avez compris. Oui, si, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc achetez du miel chez les apiculteurs, que ce soit du crémeux ou du liquide, ils font bien leur boulot. C'est quand même autre chose, c'est merveilleux, c'est nutritif. Et n'achetez pas du miel de supermarché comme ça. Le miel, ça a un certain prix. Un pot de miel, ça vaut dans les 9, 10, 11, 12 euros. Pas 6 euros, pas 5 euros. Soit vous en mangez du bon, soit vous en mangez pas, mais achetez pas ces conneries-là parce que c'est vraiment dégueulasse. On est d'accord, Michel? Je suis tout à fait d'accord. On est d'accord. Ça se trouve en marché bio aussi, donc justement ce genre de beau miel. Est-ce que d'ailleurs tu connais des apiculteurs près du Havre, toi, Michel? J'en connaissais un, mais il a arrêté le miel. J'en suis désolé. En plus, c'était une belle histoire. Il produisait dans le Marais Vernier, et surtout il louait ses abeilles, il louait ses ruches aux fermiers pour polliniser les champs. Voilà, c'était sympa, quoi. Ouais, du coup, il avait des provenances, il avait du miel de châtaignier, du miel de tournesol. Il pouvait dire exactement quel type de fleurs se trouvait dans son miel, quoi. Bon, si les auditeurs en connaissent, faites-nous savoir sur le site, enfin sur l'application. L'importance des abeilles, c'est où est-ce qu'il y a des apiculteurs? Faut qu'on trouve. Il doit y en avoir d'autres quand même dans la. Oui, faut aller sur les marchés, leur demander d'où vient le miel. Faut savoir que maintenant, au niveau de l'éducation nationale, on trouve des ruches quasiment dans toutes les écoles. Ça, c'est assez développé. Il y a des chaînes d'hôtels aussi qui font leur propre miel. Je pense, je vais la citer, c'est pas pour leur faire la pub, mais c'est pour l'idée, et je trouve ça sympa. C'est les hôtels Mercure qui ont été rachetés par des Belges, et les Belges ont imposé de mettre des ruches sur tous les toits des hôtels. Donc ils font tous leur propre miel. Et ça permet de pérenniser les végétaux en ville. Par contre, elles le font qu'une fois, non? Elles font le miel une fois. On s'excuse auprès de tous les Belges. Celle-là, ça me met joli. Ce matin, tu t'es pas trop planté. Dans les trucs que j'adore, moi, en cuisine, l'induction. Je trouve entre le gaz... Alors on va pas être d'accord. Il est pas d'accord. D'ailleurs, il n'a pas répondu. Je vais. Les indispensables de Maxime. Déjà. Allez, pardon. Excuse-moi, c'est vrai, j'ai perdu. Non, mais je t'en prie. Faut lui couper le sifflet, sinon on reviendra tout à l'heure sur l'induction. Non, mais c'est juste que je préfère largement le gaz. Après, j'ai rien contre l'induction en soi, mais je trouve que la maîtrise de ton feu, enfin tout est. Ah, je suis pas d'accord. On en parlera après. Bon, mais indispensables. Donc évidemment des couteaux bien aiguisés, mais ça, je pense que voilà, c'est à peu près tous les cuisiniers professionnels.
Non, moi j'ai 2 petites marottes. Bon, la mandoline. Ah ouais, avec le poussoir par contre. Alors sans poussoir, mais t'as pas peur hein. Non, mais faut juste avec la main plate. Voilà, la main bien plate. Surtout pas comme ça. Et puis y a pas de, c'est pas une compétition de vitesse, hein. Donc il faut faut prendre son temps. Et si on est plus à l'aise avec la garde ou le poussoir, on y va avec ça. J'explique quand même, c'est à chaque examen de cuisine dans nos écoles françaises, quand on sort la mandoline pour les gamins, généralement on sort la boîte à bobo derrière. Faut remettre un pansement. Enfin, c'est un petit rite de passage, on va dire, mais. Utilisez le poussoir chez vous, ou sinon prenez l'oignon ou ce que vous voulez, la pomme, peu importe, mais mettez votre main plate, comme ça quand vous arrivez sur la butée, vous risquez pas. Si vous courbez vos doigts, c'est là où les accidents arrivent. C'est parce que j'ai jamais su l'utiliser. Et tenue bien fermement pour pas qu'elle glisse, etc. Mais bon. D'ailleurs, Maxime, juste une parenthèse. Effectivement, faut faire très attention. Ça, juste une parenthèse, Maxime, là, sur la mandoline, je rebondis. Quand on dit mandoline japonaise, c'est quoi la différence? C'est en bois avec une lame. C'est que tu peux pas en jouer, quoi. Ouais, ah d'accord. C'est pas comme. Tu vois, je m'y mets aussi. Pour les concertos de Vivaldi, c'est pas bon. Oui, ça voilà, c'est mieux pour faire des pickles. Non, parce qu'on dit souvent mandoline japonaise, elle est plus fine, c'est ça, non? Ça fait des. Je pense que, alors c'est une théorie, hein, mais je pense que c'est juste eux qui ont fait les mandolines les plus adaptées pour faire des choses les plus fines à la cuisine moderne, voilà, exactement. Okay. Et que j'imagine que les marques principales doivent être japonaises, doivent avoir une histoire un peu comme ça. Donc mandoline pour toi c'est indispensable. Hein. Oui, alors. Dans le cadre professionnel, mais j'avoue que j'aime bien aussi dans le cadre personnel aussi. Mais oui, je pense que c'est quand même. Je trouve que pour le gratin dauphinois, par exemple, c'est un outil indispensable. Exactement. Parce que pour avoir la régularité, voilà, on peut avoir des chips de pommes de terre qu'on met en millefeuille pour un gratin, c'est pas mal. Ça. Alors, moi, j'ai compensé avec la trancheuse à jambon. Et alors, mais c'est plus imposant. Ouais, voilà. Mais c'est un outil que j'aime bien. Alors, j'adore la trancheuse, mais je déteste la nettoyer. Comme tout le monde. C'est un des. Les concepteurs de trancheuses à jambon font tout pour qu'il y ait toujours une partie. Tu fais mais je nettoie comment quoi. Voilà, c'est le pire ustensile à nettoyer ça. Je vous rappelle qu'en cuisine, on a des tournevis, des clés à laine pour pouvoir démonter, pour aller chercher le nettoyage ultime. Mais les trancheuses à jambon, je pense que les mecs ils le font exprès quoi. C'est toujours un truc que tu peux pas démonter. En plus souvent la trancheuse à jambon, comme son nom l'indique, quand on coupe du jambon cru, c'est bien gras, et donc après ça se met partout, des petits morceaux blancs sur les pics, etc. Les génère et ça s'entoure. C'est le bordel. Et puis il y a la deuxième ustensile. Moi j'aime bien alors je vais le dire à la française, la microplane. Donc qui est une râpe tout en longueur verticale, si je peux le dire ainsi. Comme pour râper la noix de muscade. Exactement, mais en plus long. Donc là, c'est un produit américain. Donc on devrait dire microplane d'ailleurs, mais bon, personne dit ça. Donc microplane, et alors moi beaucoup pour le fromage. Parce que ça te fait une neige, un parmesan, beaucoup, mais ce que tu veux. Et c'est pour zester aussi. Moi je m'en sers quotidiennement quoi. C'est vrai que pour la noix de muscade c'est spécialement intelligent parce que ça fait quelque chose de très très fin, comme la muscade c'est très puissant et toxique si on en met trop. Les viandes séchées aussi, moi je fais dessus, ça marche très très bien parce que c'est très râpeux, c'est pas juste c'est un bel ustensile. Ça a une quinzaine d'années la microplane, je crois. À peu près. Et c'est ça s'est imposé dans pas mal de cuisine aussi. Ça. Complètement. Ça peut. Alors désolé Henri, je vais te décevoir peut-être, mais ça peut remplacer le pressail. Mais c'est vrai que le pressail c'est un joli objet. Mais non, mais je veux dire, on peut aussi. Tiens, on a juste une gousse et on n'a pas et on a ça sous la main. C'est assez versatile comme outil quoi. C'est pour ça que une microplane, c'est vrai que c'est bien. J'aime beaucoup. Alors, je relance le débat sur l'induction. Mais relancer. Alors, moi je trouve que justement c'est précis. Tu peux régler au thermostat au degré près. Tu peux mettre un tempo dessus quoi. Voilà, tu chauffes tant de temps. Et ça a un avantage qui est non négligeable. Moi, j'ai travaillé chez Thierry Fauché, un grand chef parisien. Tout était en induction, alors que c'est quelqu'un qui vient de l'école Christian Constant, etc. Donc, il a beaucoup travaillé au gaz avant. Mais un des avantages, c'est pour les maladies professionnelles qu'on connaît, c'est-à-dire la chaleur, le développement de chaleur dans les cuisines, qui peuvent créer des problèmes de fertilité chez les cuisiniers, etc. Là, on est dans un environnement où la température est supportable, enfin, et même agréable. Quand on est dans des cuisines où tout est au gaz, ça c'est le feu de l'enfer quoi. Enfin je trouve que ça a quand même l'avantage d'être plus confortable pour les cuisiniers l'induction. Une petite plaque, moi j'aime bien. Je travaille au gaz, je l'avoue. Ouais. Mais j'aime bien avoir j'ai toujours une plaque à induction crème anglaise, voilà, pour les choses un peu délicates. Et en cas de galère, t'as un feu qui s'arrête.
tu branches ça vite fait sur un plan de travail, ça y est. C'est moins chouette, je trouve, tout simplement. Je sais pas, j'ai pas de mot mieux que chouette, mais je trouve que quand on a du gaz, non mais c'est vrai, c'est vivant, quoi. En fait, moi c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vraiment vivant. Ouais. Ah, ça, je suis d'accord. Ça fait plus laboratoire, l'induction. Alors c'est parfait. Moi je pense que d'un point de vue efficacité, c'est presque mieux. Mais d'un point de vue de l'ambiance, et économique, hein, parce que c'est la plus faible consommation par rapport à la puissance de récupérer. C'est un micro débat. Je cite encore un appareil électrique. Moi, c'est le mini batteur pâtissier. Voilà, KitchenAid, Kenwood, voilà pour avec la queue de cochon, la feuille et le fouet. Parce que tu fais ton pain. Moi, j'ai jamais compris. La queue de cochon, ça sert à quoi? C'est pour pétrir? Le crochet, c'est pour pétrir. Ah, voilà. Le crochet, la feuille et le fouet. Le crochet, c'est la queue de cochon, ce que j'appelle la queue de cochon. Voilà. Alors, le crochet, c'est pour pétrir tout ce qui est pâte, type pâte à pain. Pour ta base, pour ta pâte feuilletée, voilà. C'est farine, eau minimum. La feuille, c'est pour? La feuille, c'est tout ce qui est crème d'amande, pâte sablée. Voilà. C'est pâte un peu plus friable. Et le fouet, c'est vraiment pour émulsionner, pour incorporer le blanc en neige, etc. Ta maillot, là-dedans, tu fais 1 litre de maillot, mais easy, quoi. C'est comme ça que je fais toutes les maillots au restaurant. C'est ferme, hein. Ça tient plus que 48 heures. On n'a pas le droit, mais bon. Pour la maison. Pour la maison, voilà. Alors, mais justement, on parlait des petits ustensiles. Moi, je vous propose, on va appeler une copine à moi qui s'appelle Agnès. Elle a une petite boutique, place de l'Hôtel de Ville. Une belle boutique, ouais, voilà. Alors, écoutons ça. Bonjour, on est avec Agnès de la boutique Culinarion, place de l'Hôtel de Ville. Bonjour Agnès. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc Agnès, tu tiens une boutique d'appareils, d'ustensiles pour la cuisine? C'est ça, tout à fait. Que la cuisine ou aussi un petit peu art de la table, verrerie? Un tout petit peu art de la table parce que j'aime bien, mais tu me connais un peu, moi c'est plutôt spécialisé aussi dans la pâtisserie. Voilà. Parce que je suis pâtissier de métier, donc tout ce qui est pâtisserie, on adore. Ah voilà, donc qu'est-ce qu'on trouve à Culinarion dans ta boutique? Alors, tout ce qui est poêle, casserole, après tout ce qui est ustensiles de cuisine, ça va être des louches. On se spécialise aussi pas mal dans les couteaux, tout ce qui est coutellerie, affûtage, et puis tous les moules à pâtisserie, que ce soit en silicone ou en anti-adhérent, on fait plein de choses. Et qu'est-ce que tu vends le plus? Quel est le produit phare? Chez nous, ça va être les pelles-pommes, les coupes frites, on est un peu en Normandie, les bassines à confiture, on vend aussi tout ce qui est ustensiles pour les couteaux au filet de sol, faire lever les poissons, les filets de poissons, je veux dire, et tout ce qui est pince à arête, fruits de mer, des choses qui ont un rapport avec le poisson. Est-ce qu'il y a toujours parce qu'il y a quelques années qu'il y a une mode un peu pour la pâtisserie qui est un peu portée par les émissions Les meilleurs pâtissiers, etc. Oui. Il y avait un engouement très fort. Est-ce que ça continue ou est-ce que c'était un petit peu un feu de paille et ça s'essouffle l'engouement pour la pâtisserie? Ah oui, ça continue. Dès qu'il y a une émission culinaire, dès qu'il y a un chef qui passe à la télé, les gens veulent l'ustensile qu'ils ont vu à la télé, que le chef travaille. Donc on leur explique comment s'en servir parce que des fois ils veulent aussi des gadgets, mais c'est plus rare. D'accord. Ils veulent beaucoup de choses qui passent à la télé. Oui, et donc il y a les objets de pâtisserie, ça se vend toujours bien, ça? Oui, très bien, oui. Ok. Et qu'est-ce que tu appelles gadget? Parce que justement c'est le sujet de l'émission, est-ce que c'est utile ou pas? Un rouleau, c'est un rouleau, mais après les gens veulent des rouleaux avec des petits cercles autour pour pouvoir étaler la pâte de la même épaisseur. Mais moi je trouve que c'est un gadget, mais les gens qui savent pas s'en servir, c'est plus pratique. Après, il y a un économe pour éplucher une pomme de terre, ils prennent un pelle-pomme, comme je te disais, du coup qui épluche les pommes. Il y a plein de choses qui font que ça facilite la vie et ça va plus vite, quoi. Il y a tricherie, quoi. Puis après ça s'accumule sur les étagères après. Oui. Voilà. Genre non mais ils s'en servent. Tu vends encore des yaourtières?
C'est un truc qui revient souvent dans les émissions parce que c'est le truc qu'on achète une fois, on le fait une fois et après on le range. Non, ça revient à la mode et ce sont même des grand-mères des fois, souvent qui offrent ça à leurs petits-enfants. Les jeunes sont très cuisiniers et équilibrés, bio, naturels. Ils veulent vraiment des beaux objets comme ils avaient ou quand ils ont vu chez leur grand-mère. Donc ils cuisinent pas mal. Oui, mais j'étais étonné, tu disais confiturier, mais je pensais pas que les gens faisaient encore leur confiture. Dans les bassines en cuivre. Oui. C'est du cuivre ou pas? Non, en inox. En inox quand même. D'accord. C'est plus facile à nettoyer, mais les moulins à coulis, des choses comme ça se vend énormément. Ah oui. Et, pâtisserie, j'imagine, poche pâtissière, les douilles. Voilà, les poches, les douilles, les rouleaux pour piquer la pâte. Toutes les billes aussi pour pas que la pâte lève. Ouais. Des choses pour cuire à blanc. Et puis après, moi je fais pas d'articles alimentaires, mais autrement on nous demande aussi tout ce qui est pâte à sucre, des bombes pour le velours, le chocolat, des choses comme ça. Non, les gens font des beaux gâteaux. Et vous n'êtes pas trop concurrencé par les achats sur le net parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se fournissent. Un peu. Bah oui, les gens nous demandent beaucoup de renseignements. Mais après, ce qui fait notre force, c'est notre service après-vente et puis le conseil, quoi. Après, on peut pas interdire les gens d'acheter sur Internet. Mais s'il y a un problème, le service après-vente sur Internet, après, ouais, c'est ça. Des fois, s'ils sont agréables et puis qu'ils sont sympas, on le fait. Et du coup, ils reviennent chez nous. Parce que sur Internet, on tombe sur des plateformes et c'est pas toujours évident de se faire dépanner. D'accord. Et tu as dit une chose qui m'intéresse énormément, moi, c'est l'affûtage. Vous faites l'affûtage des couteaux et... Non, on vend des aiguiseurs. Ah, des aiguiseurs. Ou des pierres à aiguiser, des fusils aussi. Et il y a un affûteur à qui on envoie les gens sur le marché le dimanche matin au Wall Central. Oui, oui, je le connais bien ce bonhomme. J'ai le mien, mais je connais bien ce bonhomme. Alors l'importance d'affûter ses couteaux. Et au niveau des couteaux, c'est couteaux plutôt européens, japonais. De plus en plus japonais. De plus en plus japonais. Oui, Victorinox pour tous les jours, les petits couteaux d'office, les épluches légumes, tout ça. Et pour un couteau de chef de qualité, qu'est-ce que vous conseilleriez comme modèle et quel prix il faut mettre? Parce que les couteaux, c'est marrant, on en trouve à peu près à tous les prix. Parfois, il y a des grandes enseignes qui font des prix très bas. Et moi, je pense pas qu'on puisse acheter un couteau de chef à 30 €. Ça n'a pas de sens. Non. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme prix que j'allais dire 200, 300 €? On peut avoir un couteau vraiment de qualité? Oui, après, il y a moins cher. Nous, on fait notre propre marque. Et il y a aussi des couteaux espagnols, on des Santoku ou des Rocking qui sont à la fois couteaux de chef et Santoku. Et ceux-là, c'est dans les 50-60 € les prix de base. Ah, d'accord. Après, tout ce qui est 200 €, ça va être les couteaux japonais avec les lames damassées qui font je ne sais combien de couches d'épaisseur d'acier et qui sont beaucoup travaillées, qui sont super beaux. Ouais, mais c'est pareil, ça, il faut savoir les entretenir, s'en servir, etc. Parfois, il y a peut-être des connaisseurs. Oui, c'est des connaisseurs, ok. Ou des cuisiniers. Ouais. Les cuisiniers, voilà. On a pas mal d'apprentis cuisiniers ou de gens qui travaillent dans des restaurants et qui volent des beaux couteaux. La coutellerie, ça c'est un vaste sujet. Et dans les appareils, les robots, tu as Thermomix Non. Tout ce qui est gros électroménager, on faisait un petit peu, mais c'était Magimix, mais on a arrêté. C'est vraiment des petites ventes et les gens reviennent à faire eux-mêmes, quoi, avec un mixeur, un robot plongeant, des choses comme ça. Ils aiment moins, les gens qui viennent chez moi en tout cas aiment moins les robots où t'as juste à peser et que ça cuisine tout seul, quoi. Ou alors ils aiment bien cuire sous vide un peu avec sous température contrôlée là. Oui, voilà. Oui, la cuisson à basse température, ça on fait, ils aiment bien. Ok, merci beaucoup Agnès, parce que ça fait un petit tour. Alors, il y a l'Oculinarion, place de l'Hôtel de Ville, donc chez toi. On va citer quand même Vautier, ils étaient pas disponibles. À Vautier. Il fait partie. Oui, il fait partie de Oka aussi, il fait partie de la même centrale que nous. Ah voilà. Parce qu'on est tous indépendants, hein. Donc là, moi j'ai pris l'enseigne, mais j'aurais pu m'appeler Agnès et compagnie ou Agnès et pâtisserie, j'aurais pu m'appeler n'importe quel nom.
Voilà. Alors dans ce cas-là, si tu as le même référentiel, pourquoi je voulais les citer, parce que chez Vautier, si vous avez un vieux robot hérité de votre grand-mère et qui vous manque la grille, vous pouvez commander. Et, généralement, ils ont toujours la référence. Ça, c'est important. Parce que ça permet de conserver du matériel au lieu de le jeter juste parce qu'il manque une pièce ou que celle-ci est cassée, quoi. Donc nous, derrière, chez nous, il y a Alan, l'atelier d'Alan. C'est pareil, il répare beaucoup, il fait plein de pièces détachées, oui. Voilà. Il ouvre l'ustensile entièrement. Mais il démonte tout. C'est important de le dire, voilà. Préservez vos objets, on n'est pas obligé d'avoir de l'obsolescence sur tout ce qu'on achète. Merci beaucoup, Agnès. Non, tout à fait. Pas de quoi. Bonne matinée. Merci, à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Agnès, fort sympathique, hein. Elle a du peps, hein. Moi j'aime beaucoup. Elle a toujours le sourire, ça c'est génial. On va s'écouter un petit morceau de musique qui file bien la pêche. Miracle Man, j'ai toujours un accent d'anglais. Wow. De Of All Nation sur West Track Radio. Voilà, un truc bien énervé qui booste plein d'énergie et tout. Alors on va relancer le débat sur qu'est-ce qu'on utilise ou pas en cuisine. Maxime, tu voulais nous parler du flambadou. Oui. C'est quoi ce truc? Enfin, alors, c'est plus un fantasme de cuisinier en fait, parce que moi je n'en ai pas encore. Parce que bon, c'est mieux d'avoir pas mal de place. Je vais m'expliquer. Alors le flambadou, c'est quoi? C'est un très très vieil ustensile. Il faut imaginer un cône, alors qui à la base devait être en fonte,
C'est même moyenâgeux, je crois, hein, donc c'est vraiment un vieil ustensile qui s'utilise encore aujourd'hui pas mal dans l'Aveyron. Et l'idée, c'est dans ce cône qui est relié à un bâton en bois, ou maintenant ce sera une tige en inox pour les modernes, vous mettez de la graisse animale dedans, dans ce cône. Vous l'allumez, ça vous fait fondre la graisse, et vous mettez ça pour cuire un aliment avec de la graisse en fusion sur, on va dire classiquement une viande, mais on pourrait faire ça avec des légumes, avec du poisson. Et c'est voilà, pour l'arroser. Et il y a un côté très évidemment spectaculaire là-dedans, parce que vous voyez ce cône avec cette espèce de lave comme ça, de graisse qui on peut en voir chez Maïté, Maïté s'en sert. Maïté s'en sert. Oui, il y a une. Alors, tu le chauffes à blanc en fait. Voilà. Tu le chauffes à blanc. Alors maintenant, il y a une version moderne avec le gaz. Directement. Avec la chauffe constante. Sur le petit cône à l'extrémité. Ça, les versions modernes. C'est comme alors, je sais qu'on va pas être d'accord là-dessus, mais je vais pousser un coup de gueule. C'est les sondes. Arrêtez de sonder. Si, non. Les sondes, on se les met où je pense, mais pas dans les viandes. Pour ou contre? Contre. Pour. Non, je suis assez contre. Regardez l'œil, regardez le toucher. On a les appoints de cuisson. On sait une pièce. Par livre combien ça cuit. Un gigot, on veut pas le sonder. Ah moi ça. Et puis ça sonne. Puis on a qu'à se mettre des tenues de spationautes aussi. Non mais écoutez, non. Un rôti, on regarde, on l'arrose, on sait. Je suis contre la technique en cuisine, moi. Franchement, j'aime bien le côté très, très traditionnel. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maxime ? Je préfère aussi, c'est un peu comme le débat qu'on a eu avec le feu au gaz ou l'induction. C'est-à-dire qu'il y a un côté effectivement plus direct, plus vivant avec... en utilisant ses mains tout simplement et l'œil et aussi le son en cuisine. La sonde, c'est quand on pique un aliment et qu'elle est reliée à un thermostat et comme ça on sait 62 degrés, 63 degrés et on sait quand c'est cuit, quand c'est prêt. Voilà. Et alors c'est pratique, oui. Si on a peur de se rater, alors j'ai une tolérance pour les très grosses pièces. Quand on a des pièces qui font 3-4 kilos, alors, je dis pour justement parce que nous on est la partie professionnelle. Généralement on travaille des grosses pièces quoi. On fait pas une cuisse de cochon de lait, on fait le cochon de lait entier. Oui, mais est-ce qu'on est d'accord qu'un cuisinier, il a quand même ses yeux, ses oreilles, son nez pour jauger les choses. Enfin, je veux dire, on a aussi des normes, des obligations. Oui, et ça, bien sûr. Ça te permet, normalement, tu dois remplir un rapport de cuisson, un rapport de refroidissement. Et c'est pas mal d'avoir ces sondes là. Oui, tu lèves les yeux au ciel, on a bien compris. Mais dans ce cas-là, les trucs qui font débat, les Thermomix. Tous ces robots cuissons. C'est pas mal ça. Tout dépend de ce qu'on en fait. En fait, c'est un peu comme tout. C'est un outil et pas. Ça remplace pas tout. En fait, je trouve que le Thermomix, l'erreur, c'est de penser qu'on peut tout faire avec. Quand les gens font des tagines avec, faut arrêter ça. Il faut qu'ils arrêtent tout de suite. Non, mais c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Parce que j'ai fait un tagine d'agneau au pruneux dans le Thermomix. Non, ça se fait dans un plat à tagine. Il faut pas faire n'importe quoi. Par contre, pour faire une béarnaise, ça, j'avoue que là, je suis pas contre la technique parce que là, on n'a pas besoin de surveiller son sabayon. On met l'œuf, on met le vinaigre, on met l'échalote et ça fait tout seul et ça fait des béarnaises parfaites ou des hollandaises ou toutes ces sauces un petit peu techniques. Michel, tu ne mentiras pas. Pour ça, c'est pas mal. Je maîtrise. Ça, tu maîtrises, mais tu les fais pas au Thermomix, ces béarnaises. Ah non, à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Bon, parce que t'es un vrai cuisinier. Ça se fait plus trop. Je saute une étape. Il y a même plus de bain-marie maintenant. Le gaz. Ah ouais, voilà. Direct. Contact à la main. T'en fais tout le temps la béarnaise ? Non. Je l'ai même retiré de la carte parce que c'était cher. C'est délicieux, mais c'est vrai que c'est... Des fois, l'ardoise, ça apparaît. Si on s'y prend 3 jours à l'avance, on peut dire je voudrais une côte de bœuf avec béarnaise ? Oui, c'est jouable. C'est bon à savoir. Jouable. Le plus dur, ça va être de trouver la côte de bœuf. Je reviens sur le Thermomix. C'est Sébastien Richard, un meilleur ouvrier de France, qui travaille maintenant que au Thermomix, quoi. Parce que il a des cuissons, il dit, parfaites. Thermostat, réglage, 200 degrés, 15 minutes. Il dit, c'est pile poil. C'est... Pour faire des veloutés, moi je trouve ça... c'est un super outil. Il faut savoir que le Thermomix, je parle pas de la version moderne. Moi, j'en ai eu un des années 70 entre les mains. Ça ressemblait à un grand blender. Et donc, ça mixait et ça chauffait. Ça avait... Alors, tu faisais quoi ? Des coulis là-dedans, tu faisais pas grand-chose. Des soupes. Mais c'était pas mal, ouais. C'était l'ancêtre. Maintenant, on a des versions programmables. C'est assez fou, moi, j'avoue. Tu m'as dit que t'étais fan du air fryer en riz, c'est ce que tu voulais. En fait, à la base, j'aime bien. Alors là, Lucie, tout le monde connaît le air fryer, c'est la grande mode. Moi, je trouve ça pas bête. C'est un four ventilé chaud, un peu bruyant, avec un petit compartiment. Bon, pourquoi pas. Maintenant, ça remplace beaucoup de choses. Et c'est pour faire de la friture sans huile à la base. C'est pour faire de la friture sans huile, puisque c'est de l'air pulsé à 200 degrés, et donc ça marche bien. Pour pas mal de choses. La seule chose qui m'agace profondément, c'est de ne pas faire des frites là-dedans. Des frites, c'est dans
de l'huile en 2 bains, ou du blanc de bœuf, ou de la graisse de rognon, ou de la graisse de cheval, comme on faisait avant. En tout cas, mais l'huile végétale, ça marche très bien. Je trouve qu'il y a un peu un fantasme sur la graisse de bœuf. Les frites à l'huile d'arachide tournesol, ça fonctionne bien, des huiles de friture. Arachide, non. Non. Colza, si tu veux. Enfin, colza, je sais pas si ça monte à 180 degrés. Si. Bon. Ou de pépins de raisin, ce que vous voulez. Enfin, des huiles végétales, ça marche bien, du moment que la pomme de terre est bonne et que vous respectez bien les 2 bains de cuisson. Mais pas de frites au air fryer, s'il vous plaît. Par contre, c'est vrai que même les petites choses en friture, des petits beignets, des samosas, etc., ça permet quand même d'avoir quelque chose d'un peu croustillant et de préserver un peu ses artères. Donc il faut pas être bête non plus. C'est plutôt un bon outil. J'ai vu que pas mal de professionnels s'en servent aussi. C'est bruyant, par contre, faut le savoir. Si vous achetez un air fryer, je trouve que on a un peu l'impression d'être sur le tarmac à Orly. Enfin, peut-être que maintenant ça a progressé, mais c'est un peu bruyant. Mais c'est quand même pratique, je trouve. Enfin, donc plutôt pour le air fryer. Contre vous? J'ai jamais utilisé. Je sais pas, ne se prononce pas. Ne sais pas encore. Par contre, vu le descriptif, chez les particuliers, la plupart des fours font chaleur tournante, sec. C'est la même chose, sauf que là tu as un petit compartiment, tu le mets sur ton plan de travail, au lieu de préchauffer un four, etc. Parfois t'as juste 3 samosas à te faire si t'es tout seul. Tu vas pas les mettre dans un four. Là c'est un petit compartiment où tu mets pas grand chose et en 10 minutes c'est prêt. Donc c'est une sorte de four miniaturisé et facile d'utilisation, facile à nettoyer. Du coup on a un petit compartiment qui passe à la machine. C'est quand même plutôt un bon outil. Mais excusez-moi, je fais une digression, je vais revenir sur l'outil qui était cher à mon grand-père. Il faisait des daubes provençales, l'été provençal, qui est merveilleux, je trouve. C'est la cocotte minute, la toute bête cocotte minute. Alors beaucoup de gens en ont peur parce que on pense que ça peut péter à la gueule. Moi je trouve que, je me souviens de mon grand-père, j'ai une pensée émue pour lui, et s'il nous regarde de là-haut, il faisait des daubes qui cuisaient lui-même déjà 2 ou 3 heures, mais en cocotte minute. Donc la viande était vraiment extrêmement fondante. Ça fait des cuissons très bonnes, et en fait en économisant justement beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, parce que c'est cuit en haute pression. Moi j'aime beaucoup les cocottes minutes. Alors pour ou contre la cocotte minute? Pour. Alors je vais citer, j'en ai une que pour une recette pour faire de la confiture de lait. Celle-là je la rebalance régulièrement. T'achètes du lait concentré sucré en boîte. T'ouvres pas, t'enlèves pas l'étiquette, rien du tout. Tu fous dans la cocotte. Sans eau, sans rien. Si. Après, tu remplis d'eau, tu fermes, tu mets en route. Quand ça siffle, tu arrêtes, tu laisses refroidir à température ambiante. Là, tu ouvres, les étiquettes sont parties. Je précise. Du coup, tu mets ta propre étiquette, tu mets confiture de lait, la date de fabrication sur ta petite boîte, et quand t'as besoin, t'as juste à ouvrir la boîte et c'est déjà prêt, quoi. T'as pas de casserole, rien du tout. Ça, j'avoue que c'est un petit plaisir. Pour le dulce de leche. Ouais, mais tu vois, t'as rien là, c'est vraiment le truc de feignant. Alors essayez pas avec le tube en plastique, par contre, de les concentrer. Beaucoup moins. Ça peut-être pas le même résultat. Ustensiles, sinon moi j'en ai un, la machine à sous vide. Je veux dire, même la petite du particulier ou la grosse pro. Pour la conservation et la cuisson, on est d'accord. Voilà, les deux, c'est magnifique, quoi. Les trucs qu'on peut. Tu parlais d'une daube au pruneau, par exemple. Tu mets tous tes ingrédients. Faut être méticuleux sur les quantités. La petite balance électronique, elle est bien pour ça aussi. C'est bien faire tes pesées. Tu mets tout dans le sachet, tu mets sous vide et tu poches ça directement dans l'eau. Comme tu dis, une cuisson lente ou même par inertie, ça marche très bien. Très bien, oui. Et tu ressors, ta viande, elle est fondante, elle est pas déstructurée, tes petits légumes pareil, tu retrouves tout, et comme il n'y a pas d'évaporation, c'est une cuisson fermée. Alors là, c'est génial, quoi, concentré, voilà. Il y a des chefs qui faisaient, j'ai connu des grands chefs qui faisaient aussi de la crème anglaise en sous-vide. Tout était portionné dans le sous-vide et au four vapeur, et les arômes, vanille, etc. Parfait. Et du coup, t'as tes portions de crème anglaise qui sont pour 2-3 personnes, mettons, on les rangeait au frais. C'était impeccable, et c'était vraiment fait au four vapeur. Et même au niveau hygiène, c'est top, quoi. Impeccable. Le seul point noir, c'est le plastique, quoi. Ouais, mais c'est quantité de sachets qu'on utilise. Le 6e continent. Je l'utilise aussi, mais c'est quand même particulièrement pour la planète. Alors, d'un côté, tu préserves des aliments et. Voilà, non, il faut trouver, c'est toujours une affaire d'équilibre. D'ailleurs, ça serait intéressant un jour qu'on ait un restaurateur. J'ai vu qu'il y en avait 1 ou 2 ou 3 peut-être qui se passe totalement du plastique. Il y a un restaurant où ils ont réussi à éliminer le film alimentaire.
Il n'y a plus rien en plastique. Moi, je commence. J'achète des sortes de Charlotte en cire. Ah ouais, c'est pas mal. Franchement, ça se nettoie facilement. Ça évite d'acheter des kilomètres de rouleaux de film plastique. Je privilégie l'aluminium aussi, parce que ça sert aussi à recouvrir un récipient. Et c'est pas mal, quoi. L'alu, ça se recycle facilement. Le plastique, les contaminations microplastiques et ainsi de suite, on sait pas où on va. La texture, aussi, le film plastique, ça, je le reprécise. Il y a 2 types de films plastiques. Faire hyper gaffe quand on achète. Il y en a qu'on peut utiliser à chaud et d'autres pas du tout. Faire gaffe, on peut se contaminer facilement. C'est marqué dessus en général. Ouais, voilà, faut bien lire l'emballage. La machine à sous-vide, hyper rigolo. Moi, je fais mes foie gras. Il y a plein de trucs. Et en conservation, c'est vrai que quand vous mettez quelque chose sous vide, la durée de vie est augmentée de 3 fois plus long. Une pièce de bœuf, moi j'achète des carrés de bœuf, on parlait de côte à l'os tout à l'heure. Tu portionnes. Je portionne, je mets chaque pièce sous vide. T'évites l'oxydation, et tu préserves quand même beaucoup plus longtemps. On parle de viande maturée maintenant, c'est du sous-vide plastique noir pour empêcher les UV de passer, d'avoir une oxydation. Mais c'est grâce aussi au sous-vide qu'on arrive à des maturations exceptionnelles. Faut pas l'oublier, quoi. Joli joujou. Moi, je dis toujours machine à sous-vide. Mais la crème anglaise, ça m'intéresse fortement, tu vois. Petite recette. Non, d'autres accessoires, un truc qui... Les tailles crayons à légumes, Alors, là, on va rentrer dans la catégorie qu'on déteste. Non, moi, je vais quand même aussi parler, c'est parce que c'est une aversion qu'on partage avec Henri, mais les petites pinces. Ah non, les petites pinces pour remettre des fleurs. Une fleur. Pour mettre... Alors voilà, ça fait bien. Ça fait pro, ça fait chef, mais je trouve ça mais vraiment inutile. C'est insupportable. Ça, il y a rien qui m'agace plus que quand je vois des cuisiniers avec leurs pinces de chirurgie en train de placer un élément comme ça. Non, les gars, vous n'êtes pas dans un salon. C'est parce qu'ils font 10 couverts. C'est pour ça qu'ils ne bossent pas de la même façon que non, mais je sais pas. C'est pas possible pour moi. C'est un outil. Je comprends pas comment la pince de chirurgien est rentrée dans les cuisines. Je trouve ça plus. Est-ce que les chirurgiens utilisent des pelle-pommes? Non. Donc on n'a pas utilisé des pinces de chirurgien. Pas encore, Henri, pas encore. Sans acheter d'ustensiles de fou, comme on parlait, taille crayon, pince, on peut détourner aussi, on prend un économe, tagliatelle de courgettes, il suffit de continuer et tu tailles des tagliatelles. Pas de légumes, on avait dit. Va falloir t'y mettre, pépère, c'est la saison quand même. Et non, mais on peut détourner. Oui, un saucisson, on peut faire des tagliatelles de saucisson aussi, ça marche. Balèze, je veux te voir faire, c'est juste là je filme. Non, dans les trucs comme ça, parce que mon père boulanger m'a appris à détourner des objets de tous les jours pour faire de la pâtisserie, entre autres. On utilisait une ampoule pour faire les pétales de pâte d'amande, pour faire des fleurs en pâte d'amande. On faisait des petites boules qu'on écrasait avec une ampoule pour avoir ce côté dentelé d'un côté et très épais de l'autre. On utilisait la forme de l'ampoule et ensuite on montait les roses. On peut faire des gnocchis aussi avec. Avec le culot de l'ampoule. Tu utilises une fourchette pour faire les gnocchis. Normalement, tu t'écrases légèrement. Ou une bouteille pour faire des tuiles aux amandes. Ou de parmesan. Nous, des gouttières. Ouais. On utilisait des gouttières vraiment pour la toiture, pour faire les tuiles. Ouais. Parce que papier cuisson dessus et on étalait nos tuiles là-dessus. Parce qu'on en faisait des dizaines, voire des centaines des tuiles chocolat, tuiles amandes. C'est perdu les tuiles. Moi, j'aime bien les tuiles. C'est ringard, mais j'aime bien. Ça existe toujours. C'est pour les grands amoureux du chocolat pur. Ça existe toujours. Si, j'y tiens. Truc qu'on détournait, griffe à mastic. Mon père, il faisait. Je jure, je m'explique. On étalait. Attends, Lucie, t'as perdu là, il faut recommencer. Oui. Alors, une griffe à mastic, c'est une sorte de grosse spatule. C'est pas un sextoy mastic, dentelé. C'est boutique d'outillage. On achetait ça. On étalait le chocolat qui était marbré, cristallisé, tout ce que tu veux bien, sur une feuille de cuisson et on le griffait et ça faisait des lignes droites parfaites de chocolat. Qu'ensuite on pouvait tordre, ainsi de suite, c'est pour faire de la déco. On remettait du chocolat blanc, un anneau et t'avais un alignement parfait, des trucs, Moi j'utilise des seringues pour faire des œufs durs parfumés.
Le pharmacien, il fait la gueule à chaque fois. Le dos aussi, des grosses louches pour faire des dômes aussi, là. Ouais, tu sais, ça, quand tu coupes du chocolat qui fond et... Pocher des Ou du œufs. caramel aussi. Hein. Ouais, du caramel. Faire des œufs pochés dans des moules à silicone qui sont supposés être utilisés pour faire des sphères parfaites. Voilà, c'est rigolo, quoi. Faut sortir des inventif. sentiers. Ouais. Et je pense que le plus gros détournement, et encore une fois, je vais te convoquer Henri, je pense que c'est la bétonnière. Mais toi, ça doit parler. Le gigobitume. Ah, le gigobitume. Ah, le gigobitume. Ouais, bah ça devient un ustensile de cuisine. Ouais, ouais. Alors, appareil de cuisson, ok, mais quand même. Cool, le gigot, c'est une tradition de chantier. Et ça fait un méchoui parfait. Hein. C'est vrai que c'est... Et donc, on protège à fond plein d'alus, etc. Parce que voilà, ça reste... cinglé. Mais c'est rigolo quand même d'avoir eu cette idée. C'est exceptionnel. J'ai eu la chance d'en goûter une fois. Je rêve de remanger ça. Ah, moi jamais, mais j'aimerais bien. Ouais. Ah ouais, bah si je trouve là un créneau, je fais venir tout. Ah, ce serait super rigolo. Sinon, ça. on s'achète du bitume. On se le fait nous-mêmes. On va s'acheter du bitume. Là, j'avoue que je m'y attendais pas comme ustensile de cuisine, celui-là. Je reviens sur les baguettes. Alors les micro-pinces, non. Par contre, j'ai vu les baguettes très longues. Là, non. Par contre, c'est non pour aussi, mélanger, ça. pour les mélanger. pinces, ou les pinces diapason, ouais. Ouais, ça c'est comme pas celui qui a le nom d'un célèbre économiste du 19e siècle, Thierry Marx. Oui, mais ça, c'est ça. Il utilise avec ses baguettes. C'est non. C'est non. J'aime bien. Moi, l'explication, il y en a pas, c'est non. Moi, ça me choque moins parce que c'est quand même, c'est une culture de cuisine, c'est une façon de cuisiner, alors qui n'est peut-être pas. Ouais. Qui vient du confucianisme d'ailleurs, Voilà, sachez-le, les baguettes, parce que Confucius avait une philosophie bien sûr non violente, et le couteau est considéré comme quelque chose d'un petit peu agressif, alors que la baguette est beaucoup plus douce. Alors, en Chine, normalement, les baguettes servaient à cuisiner, et on mangeait à la cuillère. À la cuillère et après aux baguettes quand même. Mais pas de couteau en fait, en tout le cas. fait de manger avec les baguettes est venu après. Ouais. Et la fourchette, c'est François Ier, quoi, si je me rappelle par là. Fourchette, c'est un peu plus tard, c'est plutôt... c'est plutôt récent, hein, contrairement à ce qu'on pense dans l'histoire de l'humanité, la fourchette. C'est dans les trucs rigolos comme ça. L'économe, j'ai regardé, en fait, c'est plutôt récent, c'est 1920, 1950, hein, c'est pas... Moi, je me souviens, ma grand-mère, c'était au couteau d'office, quoi. Non, et on avait des grosses parures, hein, et ça finissait à la friteuse, c'était pas mal. Pour faire un bouillon. Voilà, pour faire un bouillon. Voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Ou vous en avez encore un ou deux sous le coude. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Retrouvez le podcast de cette émission sur toutes les plateformes et ainsi que sur west-track.com. Et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr.